Bonjour à tous. Nous avons vu, il y a 2 semaines, pourquoi les Français ont été encerclés à Dunkerque. Oui, et tu nous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la défaite s'est transformée en débâcle. Oui. Alors aujourd'hui, entre un front désorganisé, des manques à l'appel des fonctionnaires et une panique générale, voyons ensemble pourquoi la bataille de France est devenue une débâcle. Bon, commençons. Les Alliés sont encerclés à Dunkerque, mais la bataille de France est loin d'être finie. Le nouveau général en chef des forces armées françaises, Weygand, succède à Gamelin, évincé pour ses erreurs, et réorganise le front du mieux qu'il peut. Après l'évacuation de Dunkerque, ou la fuite, ça dépend du point de vue, le généralissime a du mal à mettre une vraie force en face des Allemands, qui sont maintenant plus nombreux qu'eux. En fait, tout est resté à Dunkerque, les hommes et le matériel. 80% des chars alliés sont perdus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle souvent de 350 000 hommes évacués à Dunkerque, soit une quasi-totalité des effectifs. C'est faux, ou du moins pas totalement vrai. En effet, si la totalité des effectifs britanniques ont été évacués, les Belges et les Français, quant à eux, ont été obligés de rester et de se rendre. Donc, sans réelle force pour faire barrage, le front se désorganise vite, ce qui favorise la désertion. Ceux qui continuent de combattre adoptent cependant la tactique du hérisson, qui consiste à laisser passer les chars, puis de juste empêcher l'infanterie de passer, ce qui fait que les blindés ennemis se retrouvent encerclés. C'est une très bonne tactique, mais il est trop tard. Pourtant, bizarrement, le moral des soldats est plus haut en juin qu'en mai. Les réfugiés, eux, ne datent pas d'hier. En fait, tout ce qui est à ce moment-là en juin était déjà là en mai. Donc, qu'est-ce qui met en route le second épisode de la bataille de France, la débâcle? Pour le savoir, retournons au début de l'offensive. Suite à l'attaque du 10 mai, de nombreux réfugiés se mettent sur les routes. Ils ont peur de l'ennemi. Ce qui les fait fuir, c'est l'image que leur donne le gouvernement. Depuis déjà plusieurs mois, on décrit l'allemand comme sanguinaire. Ce qui est faux. Se met en place alors une sorte de terreur de l'ennemi. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Un des éléments de cette terreur est le Stuka, qui lorsqu'il se met en piqué, produit un bruit épouvantable. Et effraie de nombreux soldats qui quittent leur poste. Ils ont peur. D'autres éléments vont continuer à alimenter cette terreur, comme les attaques de Rommel. Comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, Rommel se mit à attaquer dans toutes les directions. Et chez l'état-major français, ça leur a fichu la trouille. Comment réagir face à un ennemi dont vous ne savez pas ce qu'il fait? Comment réagir face à une division dont vous n'avez aucune idée d'où elle va? À la peur, s'ensuit la désorganisation, ce qui engendre à nouveau de la peur. C'est un cercle vicieux. Les réfugiés ne sont pas accueillis. Ils peuplent des maisons abandonnées par d'autres réfugiés, mais qui n'ont ni eau, ni nourriture, ni électricité. Mais pourquoi? Comment cela se fait qu'il n'ait aucun moyen d'accueillir les réfugiés? Les fonctionnaires devant s'occuper de ça ont quitté leur poste. Dans près de 16 départements du nord-est du pays, vous ne pouvez plus y trouver ni préfet, ni sous-préfet, ni maire, ni gendarme ou policier, ni rien. À Paris, le gouvernement est en panique et commet une erreur fatale qui marque la fin de la confiance des Français dans Paul Reynaud. Il quitte la capitale le 10 juin, pendant la nuit, sans prévenir personne. Sérieusement. Imaginez-vous en guerre. Vous avez besoin de vos chefs pour vous rapporter une bonne nouvelle qui vous remontera le moral. Vous allumez la radio
et entendez que aucun fonctionnaire de l'Élysée ne sait où est passé le gouvernement. D'ailleurs, ce dernier est extrêmement divisé, et les débats sur la marche à suivre deviennent de plus en plus violents et fréquents, avec d'un côté Pétain qui veut en finir avec la guerre, et de l'autre Reynaud qui veut continuer jusqu'au bout. Si le gouvernement est divisé, c'est parce que Reynaud, au lieu de choisir une équipe efficace, a fait le choix d'en composer une populaire, avec des figures connues auprès de la population, comme Pétain. Il n'y a aucune cohérence à l'intérieur. Pour mettre fin au désordre, Reynaud décide de faire un énorme coup de bluff, de démissionner et attendre de se faire supplier de revenir. Surprise, malgré sa démission, personne ne lui demandera jamais de revenir. Pétain vient de le remplacer, les défaitistes ont gagné. Ça nous mène ici. La débâcle a eu lieu suite à un mouvement de panique générale. Pourtant, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu des paniques ou des refus d'aller au front dans les guerres précédentes. Durant la Première Guerre mondiale, avaient eu lieu en 1917 des mutineries dans l'armée française. Pourtant, les autorités avaient réussi à contrôler la panique en empêchant qu'elle ne s'étende. Et alors, pourquoi les autorités n'ont-elles pas réussi à contrôler la panique cette fois ? Mais non, arrêtez avec ça. Bon, si les autorités n'ont pas réussi à contrôler la panique, c'est parce que ce sont eux qui l'ont initié. Ce sont eux qui ont paniqué les premiers et l'ont transmis à la population, notamment en quittant Paris sans prévenir. Eh bien voilà. Voilà la réponse à votre question. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, je pense que la raison globale est ce que c'est le gouvernement qui a paniqué le premier et qui a transmis à la population. Mais après près de 1000 ans d'existence, des moments de gloire, après avoir été première puissance européenne depuis le XVIIIe siècle, après avoir réussi à se relever de toutes ses défaites comme en 1815 ou en 1871, est-ce que la France laissera sa place de première puissance européenne à de nouvelles jeunes nations comme l'Allemagne ? Ou réussira-t-elle à récupérer cette place ? Eh bien, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Bon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Et nous on se dit à dans 2 semaines, le dimanche 7 septembre, toujours à 18 h.